Ah, ça y est, on y est. Mhm. Ce moment de l'année où on sort le matin et l'air est si froid qu'il pique le visage. Le premier vrai froid, oui. Exactement. Et là, inévitablement, il y a cette petite voix dans la tête qui s'allume et qui murmure la facture de chauffage. C'est presque un réflexe. C'est ça. Et c'est justement le sujet qu'on va creuser aujourd'hui. On a devant nous une série de sources, de guides, Oui, pas mal de recommandations. et au lieu de juste les lister, notre mission est un peu différente. On va vraiment se poser la question s'il n'y avait qu'une seule chose à faire cet hiver, une seule, pour avoir un vrai impact sur sa facture. Sans sacrifier son confort. Voilà. Quelle serait la plus intelligente? On va mener l'enquête en partant du plus simple pour aller au plus complexe. C'est une excellente approche parce que ça nous force à chercher le meilleur retour sur investissement, si on peut dire. Que ce soit en temps ou en argent. Exactement. Et ce qui est passionnant dans les documents qu'on a, c'est qu'ils nous permettent de regarder derrière les conseils qu'on entend partout. Baisser le chauffage, purger les radiateurs. Voilà, d'accord, mais pourquoi ça marche vraiment? Quelle est la physique ou même la psychologie qui se cache derrière? L'idée, c'est de passer du «on dit que» à «je comprends pourquoi» Pour que chaque geste ait un sens. et un impact maximal. Parfait. Alors, allons-y. Commençons par le conseil le plus connu, celui qu'on voit absolument partout. Baisser la température. Le fameux. La recommandation phare, c'est de viser 19 degrés dans les pièces de vie. Honnêtement, quand on est habitué à 21 ou 22, Hmm. de stuff 19, ça sonne un peu spartiate. Est-ce que ce n'est pas simplement une façon de dire « habituez-vous à avoir un peu froid pour économiser ». C'est la réaction de tout le monde. Et c'est là que se cache la première véritable pépite. L'idée n'est pas de se contenter de 19 degrés Celsius. Ah. C'est de créer un environnement où 19 degrés est objectivement plus confortable qu'un 21 degrés dans une passoire thermique. Alors ça, c'est contre-intuitif. Ça l'est. Parce que notre sensation de confort, en fait, elle ne dépend pas uniquement de la température de l'air. Elle est énormément influencée par le rayonnement des murs qui nous entourent. Attendez, ça c'est intéressant. Vous voulez dire que l'air peut être à 19 degrés, mais si les murs sont chauds, on se sent mieux. Exactement. Imaginez deux scénarios. Scénario 1. Une maison ancienne, mal isolée. L'air est chauffé à 21 degrés Celsius, mais les murs extérieurs sont froids, peut-être à 14-15 degrés. Votre corps, qui est chaud, va perdre énormément d'énergie par rayonnement vers ses parois froides. Vous aurez une sensation de fraîcheur, De courant d'air, même quand il n'y en a pas. précisément. Maintenant, scénario 2. Une maison bien isolée. L'air est à 19 degrés Celsius, mais les murs, eux, sont à 18 degrés Celsius. Votre corps perdra très peu de chaleur. La sensation de confort sera bien meilleure. Ah oui, je vois. L'insight clé, ce n'est pas le chiffre sur le thermostat. C'est ce qu'on appelle la température ressentie ou opérative. C'est une moyenne entre l'air et les murs, en gros. C'est ça. Une moyenne entre la température de l'air et celle des parois. C'est fou, ça change complètement la perspective. On ne lutte pas contre le froid, on gère le rayonnement. Tout à fait. Et ça explique pourquoi dans certains logements, on a beau pousser le chauffage, on a toujours cette sensation désagréable de froid dans le dos. Voilà. Et donc, ce fameux 19 degrés 16, c'est un objectif qui est atteignable et confortable, mais à condition que le reste suive Que l'isolation suive, notamment. et que la gestion soit intelligente. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Le thermostat programmable ou connecté, ça devient plus qu'un simple interrupteur. Ça devient un outil de pilotage. Il permet de faire varier cette température. 19 degrés 16 quand on est là, actif, mais la nuit, dans la chambre, la recommandation descend à 18 degrés. Ce qui est meilleur pour le sommeil, en plus. Exactement. Et quand on est absent la journée, on peut descendre à 16 degrés sans problème. C'est cette modulation qui crée les plus grosses économies. C'est devenu presque un jeu pour certains. J'ai un ami qui a installé un thermostat connecté. Au début, c'était un gadget. Maintenant, il est obsédé par ses graphiques de consommation. Il essaye de battre son record d'économie chaque mois. D'accord, donc le pilotage intelligent, c'est la première clé. Mais je me dis, si ma chaudière est un vieux coucou tout encrassé, elle va devoir tourner à plein régime pour maintenir ses 19 degrés, non? Bien sûr. J'ai l'impression que l'efficacité de la machine elle-même est cruciale. C'est comme vouloir faire un chrono avec une voiture qui a des pneus lisses. C'est exactement la bonne analogie. Et ça nous amène au deuxième grand pilier, l'entretien. L'entretien, Un appareil mal entretenu, qu'il soit au gaz, au fioul, peu importe, c'est une machine qui perd une partie de son énergie en route. comment ça? Un brûleur encrassé, par exemple, il réalise une mauvaise combustion. Au lieu de transformer 90% du gaz en chaleur utile, il n'en transformera peut-être que 75%. Les 15%, Partent en fumée. littéralement, sans avoir chauffé la maison. C'est de l'argent brûlé pour rien. Et dans les sources, on parle beaucoup d'un geste en particulier. La
purge des radiateurs. Alors là, je veux savoir. Ah, la fameuse purge. Est-ce que c'est un de ces trucs de grand-père qui a un impact minime, ou est-ce que ça fait une vraie différence mesurable sur la facture? C'est un point capital et pas du tout un gadget. Pour comprendre, il faut visualiser le radiateur. C'est un circuit où de l'eau chaude circule. D'accord? Avec le temps, de petites bulles d'air s'accumulent et se retrouvent piégées en haut du radiateur. Et ça bloque le passage. Exactement. L'air dans le radiateur, c'est un peu comme un gros bouchon de liège dans un tuyau. L'eau chaude arrive, mais elle est bloquée par cette poche d'air et ne peut pas circuler dans toute la partie supérieure. Du coup, seule la partie basse du radiateur chauffe, c'est ça? Précisément, on se retrouve avec un radiateur qui est à moitié efficace. Il ne peut plus émettre autant de chaleur qu'il le devrait. Et la conséquence, c'est que la pièce met plus de temps à chauffer. Voilà. Et pendant tout ce temps, la chaudière, elle, continue de tourner à plein régime pour tenter de compenser. Purger, c'est simplement évacuer ce bouchon d'air. Pour que 100% de la surface travaille. C'est ça. L'impact est immédiat et direct sur le temps de fonctionnement de la chaudière et donc sur la consommation. Vu comme ça, je dois avouer que j'ai toujours vu l'entretien annuel comme une contrainte, une dépense obligatoire. On le voit souvent comme ça. Mais en fait, il faut le voir comme un investissement qui s'assure que chaque euro de gaz que j'achète est utilisé au maximum de son potentiel. C'est la bonne façon de le voir. Un entretien régulier garantit le rendement optimal de l'installation. On s'assure que la machine est en pleine forme pour la course de l'hiver. Alors là, on arrive au conseil qui me parle le plus, parce que je plaide coupable à 100%. Je vous écoute. Les sources parlent de dégager l'espace autour des radiateurs. Mon canapé, il est collé au radiateur du salon depuis des années. Ah. Je suis en train de réaliser que je paye une fortune pour chauffer le dos de mon canapé. C'est absurde quand on y pense. C'est une erreur incroyablement commune, mais qui a des conséquences énormes. Pour comprendre, il faut se rappeler qu'un radiateur chauffe de deux manières. Il n'y a pas que l'eau chaude. Non. La première manière, c'est la convection. Le mouvement de l'air. Oui, l'air froid au sol est attiré, il se réchauffe, devient plus léger, monte, et ça crée une circulation. D'accord. La deuxième, c'est le rayonnement, comme le soleil. Le radiateur émet des ondes infrarouges qui chauffent directement les objets et les personnes en face. Et le canapé, il bloque les deux, j'imagine. Complètement. Il bloque la circulation d'air, donc la convection ne se fait plus correctement. Et il absorbe tout le rayonnement. La chaleur reste coincée derrière. Elle reste piégée dans l'espace de quelques centimètres entre le radiateur et le meuble. Et le thermostat, qui est de l'autre côté de la pièce, Lui, il ne voit rien. il ne voit jamais la température monter. Donc il continue de crier à la chaudière « Au secours, il fait froid, renvoie la sauce !» Et on surconsomme pour rien. On surconsomme pour chauffer un tout petit volume d'air et l'arrière d'un meuble. Laisser 15 à 20 cm d'espace libre, c'est un geste gratuit qui peut améliorer l'efficacité de 10 à 20%. C'est énorme. Et ça me fait penser, le plus gros obstacle à la chaleur dans mon salon, ce n'est même pas le canapé. C'est la grande baie vitrée juste derrière, Ah oui, qui est en simple vitrage. En fait, je chauffe le jardin. Le principe est lui-même, non? Garder la chaleur là où on en a besoin. vous mettez le doigt sur le point suivant, qui est la suite logique. Une fois que la chaleur est produite efficacement, Et diffuser correctement. il faut la garder. C'est tout l'enjeu des déperditions. Fermer les portes des pièces inoccupées, c'est une évidence. On réduit le volume à chauffer. Mais les fenêtres sont les reines des déperditions. Un simple vitrage, c'est un trou. Un trou thermique, oui. Installer des rideaux épais et les fermer la nuit, c'est déjà créer une couche d'air isolante qui réduit significativement les pertes. Et à plus long terme, À plus long terme, bien sûr, les sources évoquent les travaux d'isolation. C'est l'étape supérieure. Isoler ses murs, son toit, changer ses fenêtres. là, on construit une forteresse. Exactement, pour garder chaque calorie si chèrement produite à l'intérieur. On voit bien la logique qui se dessine. On produit intelligemment, on entretient la machine, on diffuse sans obstacle et on conserve précieusement. Mais j'imagine qu'on peut arriver à un point où, malgré tout ça, on a l'impression de vider l'océan avec une petite cuillère. C'est une bonne image. Si la chaudière elle-même date des années 80 et a un rendement catastrophique. On atteint là le cœur du réacteur. Si votre chaudière a plus de 15 ou 20 ans, elle est probablement d'une génération technologique complètement dépassée. Et les sources sont claires là-dessus. Très clair. Les anciennes chaudières au fioul ou au gaz ont des rendements qui peinent à atteindre 70-80%. Ce qui veut dire que 20 à 30% de la facture. Part directement dans la cheminée. Et les systèmes modernes, qu'est-ce qu'ils apportent de si différent? Ce n'est pas juste une version plus récente de la même chose? Non, c'est une vraie rupture. Le mot-clé, c'est condensation. Une chaudière à condensation moderne récupère la chaleur contenue dans les fumées, une chaleur qui était perdue avant. D'accord.
Grâce à ça, leur rendement dépasse les 90% et peut même aller au-delà de 5% sur le papier, selon le calcul. Et concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, pour la même quantité de chaleur délivrée, elles consomment jusqu'à 30% de combustible en moins. 30%? Et le deuxième avantage majeur, c'est qu'elles intègrent nativement toute l'intelligence de régulation dont on parlait au début. Tout est lié? Elles sont conçues pour fonctionner avec des thermostats connectés, des sondes extérieures. Elles modulent leur puissance en permanence pour ne produire que le strict nécessaire. Elles facilitent l'application de tous les autres conseils. Donc si on en revient à notre question de départ, s'il ne fallait faire qu'une seule chose, pour quelqu'un qui a une très vieille chaudière, le remplacement pourrait être l'action la plus spectaculaire, Ah oui, même si c'est un gros investissement au départ. pour un impact maximal, oui, absolument. Le retour sur investissement peut être de quelques années seulement, grâce aux économies réalisées. Mais ce n'est pas la réponse pour tout le monde. Non. Pour quelqu'un qui a déjà un système récent, le geste le plus rentable pourrait être de simplement bouger son canapé et de programmer son thermostat. Il n'y a pas de réponse unique en fait. Non. Tout dépend du maillon le plus faible de la chaîne dans son logement. C'est très éclairant. Finalement, ce que je retiens, c'est qu'il y a une sorte de pyramide des actions. J'aime bien cette idée. À la base, on a les gains rapides, quasi gratuits. Piloter son thermostat, bouger les meubles, fermer les portes. Ça, c'est le b.a.-ba. Le socle. Au-dessus, il y a l'optimisation. L'entretien annuel pour garantir le rendement de la machine. Oui. Et tout en haut de la pyramide, pour un changement radical, il y a le grand saut. L'investissement dans un système moderne et performant. C'est une excellente synthèse. Ces recommandations, en fait, elles forment un système cohérent. Chaque action, de la plus petite à la plus grande, contribue à l'efficacité globale. L'efficacité du système de chauffage, qu'est le logement entier. Voilà. Isoler, entretenir, bien régler, bien diffuser, tout est lié pour atteindre ce double objectif de confort et d'économie. On ne peut pas négliger un aspect sans que cela n'impacte les autres. C'est cette vision d'ensemble qui est la plus puissante. Tout à fait. Et pour finir, ça m'amène à une dernière pensée, une question un peu plus large. Allez-y. Toutes ces sources se concentrent sur les aspects techniques pour réduire la consommation. Mais au fond, est-ce que ça ne nous invite pas à questionner notre propre perception du confort thermique? C'est une très bonne question. Est-ce qu'un 19 degrés Celsius dans un logement bien isolé, sans courant d'air, où les murs ne sont pas froids, ne serait pas finalement perçu comme plus agréable, plus sain, qu'un 21 degrés Celsius dans une passoire thermique où l'on doit constamment surchauffer pour compenser un malaise? Hmm. La vraie question, ce n'est peut-être pas seulement comment chauffer moins, mais plutôt comment redéfinir ce que signifie être confortablement chez soi.